Nous vivons dans un système politique qui nous lie, qui nous ouvre ou nous ferme des portes. Le système politique d'aujourd'hui incarné par le renouveau de M. Biya est un système politique bouchon. Il ferme, il n'ouvre pas. Oui. Figurez-vous que j'ai vécu donc on disait que Ahidjo était un dictateur, que ceci, effectivement c'était le parti unique, mais il n'a jamais lâché des valeurs d'unité. Jamais. On les retrouvait partout. Il était le premier à les incarner, à les montrer comme étant des valeurs incontournables pour lesquelles il ne pardonnait à personne d'interférer. C'était clair et net. Voilà pourquoi le dictateur Ahidjo a des gens aujourd'hui qui le regrettent. Parce que les valeurs, c'était d'abord lui. Et il les incarnait dans son comportement. Je pense que dans vos télévisions, on a vu la maison d'Ahidjo à Garoua, chez lui. Pour incarner l'unité nationale, il nous a ouvert les portes du Nord, comme il a ouvert aux nordistes les portes du Sud. Je pouvais aller plaider à Garoua le matin, il y avait peut-être 3 rotations de caméras. Et revenir plaider ici, dans des audiences qui se poursuivaient parfois jusqu'à 1h du matin. Il y avait des rotations. Et il savait, le président Ahidjo savait, qu'il ne peut pas parler toc, 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 toc d'unité s'il ne met pas des communications, des connexions effectives entre les différentes parties du Cameroun. Aujourd'hui, on va vous dire, on a créé des lycées, on a créé ceci, et vous avez du mal à accéder à ces lycées, vous n'avez pas de route. Camer même a disparu. Je n'invente rien. Ce sont des signes qui montrent que actuellement, Monsieur le Président Biya, que j'ai adoré, il était adorable. C'est quelqu'un qui était Premier ministre avec Ahidjo et qui était l'ange à côté du diable Ahidjo. Par son visage, par ne prenant jamais la place de qui que ce soit, étant là, faisant son vélo, c'était quelqu'un de très accessible. Avec toutes ces valeurs qu'il tenait du président Ahidjo, parce qu'il était à côté. Comment il n'a pas pu faire mieux que lui sur ce plan-là? Comment? I wonder. Why? Why is it not better the life in Cameroon today? Je voulais revenir je vais revenir un tout petit peu sur un petit passage que vous avez évoqué tout à l'heure, en rapport avec le procès des nationalistes. Oui. Je suppose que vous faites allusion à ce procès qui s'est achevé en décembre 1970 et qui a débouché sur la condamnation d'Ernest Ouandjé avec 2 de ses colistiers. Alors, vous avez participé à ce procès? Dans quelle position? Je n'ai pas plaidé dans le procès Ouandjé. Ah d'accord, mais vous avez été... J'ai plaidé dans le procès de Monseigneur Ndogman, qui était considéré comme un upéciste. Dans sa... Quels sont les souvenirs que vous en gardez? Vous auriez dû m'interroger un peu plus tôt avant la visite de M. Alzheimer, qui est face, et avant le passage violent du temps, lorsque vous traversez la barre de 80 ans, qui est mon âge actuel. Vous allez me permettre de ne pas me souvenir beaucoup. J'aurais voulu. On aurait eu cet entretien à cette époque-là, il y a même 10 ans, j'avais encore toute ma mémoire. Aujourd'hui, je ne suis pas sûr que j'ai. Quand vous me dites 1970, ça ne me renvoie à rien. Et pourtant, j'ai vécu 1970. C'est une décennie que j'ai beaucoup vécue, Et puis d'ailleurs, c'est la décennie de la réunification. Puisque c'est en mai 1972 qu'on a réuni les deux Cameroun. Oui. Oui, mais parce que 70, ça renvoie quand même... C'était hier. Et mon deuxième enfant, je l'ai eu en 1972. Mais figurez-vous que je ne me souviens pas de grandes choses. Comment est-ce que cela a pu disparaître aussi facilement? C'est le temps qui passe.
Pourtant, c'est un Le moment temps. important de l'histoire de notre Oui, pays. oui, oui. Non seulement c'est un moment important, mais je peux vous avouer que même dans mon travail que je fais tous les jours, je manipule les lois matin, midi, soir. Mais vous me parlerez des grands procès que j'ai plaidés. Par exemple, j'ai plaidé pour la première personne qui avait été condamnée avec les ordonnances de 1972 qui instauraient la peine de mort pour des vols. Vol avec effraction suffisant, c'était la peine de mort. Ce sont des ordonnances qui ont été prises. Ce n'étaient même pas des lois, ce sont des ordonnances, c'est-à-dire des actes du président de la République, chef de l'exécutif, qui prenaient la peine de mort si vous aviez volé par effraction, en bande, des petits éléments qui faisaient. C'était la période où le président Ahidjo s'est fâché. Il a dit, le grand banditisme, ça va me voir. Je vais tous les clouer et il a instauré la peine de mort. Ça, j'ai plaidé ça. Et le premier condamné à mort à partir de ces ordonnances de 72 s'appelait Martin Siwak. Un beau Camerounais, un beau jeune homme. Mais c'était aussi, leur modus operandi a inspiré les ordonnances de 1972 qui instauraient la peine de mort pour un vol avec effraction. Imaginez, vous allez voler au quartier, vous allez trouver qu'il y a des carabotes, c'est une maison, c'est une effraction, vous avez cassé les carabotes pour voler. Tac, on ne discutait pas. Les éléments constitutifs de cette infraction, ce crime, étaient constitués et vous aviez droit à la mort. On ne discutait même pas. Alors, je voudrais qu'on revienne un tout petit peu sur aujourd'hui, Maître Alice Combes, 80 ans, avec plus d'un demi-siècle de pratique oui. des tribunaux. C'est ça. Alors quand vous regardez derrière vous, en supposant que vous vous préparez pour la retraite, quelle justice laissez-vous derrière vous? Une justice juste ou une justice qui doit continuer à travailler pour être juste? Nous devons travailler beaucoup pour qu'on ait une justice indépendante. Il n'y a pas de justice indépendante dans un pays où les principes généraux de séparation des pouvoirs est bafoué à tous les niveaux. Vous n'avez pas de séparation des pouvoirs, vous avez une justice aux ordres, automatiquement. C'est le cas aujourd'hui au Cameroun, qu'on le veuille ou non. Moi, j'aime bien et je châtie bien. J'applique ça. Lorsque vous avez un système dans lequel le président nomme tout le monde, tous les magistrats. Regardez aujourd'hui, le Conseil supérieur de la magistrature, qui nomme les magistrats, est en panne depuis 4 ans. Nos enfants qui ont eu le malheur de sortir de l'ENAM il y a 4 ans sont à la maison. Parce que le Conseil supérieur de la magistrature, qui gère leur carrière de magistrat, ne siège pas. Vous pouvez imaginer ça possible? Quelles peuvent en être les conséquences? Et à ce niveau-là, c'est un blocage inacceptable. C'est pire que de ne pas être un démocrate. Si vous bloquez la justice et les acteurs de la justice dans leur carrière, vous êtes un ennemi de la démocratie. Vous êtes un ennemi de la République, res publica, la chose de tout le monde, public. Vous êtes un ennemi de tout. Et rien ne peut sortir du système de gouvernance que vous mettez en place. Rien. Si vous avez en bas vissé le système judiciaire dans ce qu'il a de fondamental, à travers ces acteurs que vous devez nommer et que vous ne nommez pas. Et leur temps de service est limité par ce qu'on appelle la retraite. Et c'est vous qui nommez les gens à la retraite. Vous les bloquez à l'entrée. Ils ne peuvent pas rentrer quand c'est le moment. Parce que vous ne tenez pas le Conseil supérieur de la magistrature. C'est un crime. Vous ne pensez pas aux familles qui ont pu payer les études des enfants à la faculté, l'ENAM et tout, qui ont réussi, qui sont à la maison avec vous depuis 4 ans, simplement parce que le Conseil supérieur de la magistrature, qui doit les intégrer dans la fonction publique, ne se tient pas du fait de celui qui a la charge
de faire gagner du temps Oui, mais, à l'action. Oui, mais c'est vrai, le Conseil supérieur de la magistrature ne se tient pas de façon régulière, en tout cas tel que l'indiquent les dispositions légales ou le fonctionnement de cette structure, mais en même temps, la justice telle que vous la décrivez donne le sentiment qu'elle est pratiquement inexistante. Pourtant, parlons justement de l'indépendance. La Constitution indique que le président de la République est garant de l'indépendance du pouvoir judiciaire. Ça, c'est un fait, un élément. Maintenant, il y a aussi le ministre de la Justice et garde des Sceaux qui, régulièrement dans ses sorties, indique qu'il y a le temps de la justice qui n'est pas le temps des hommes et qu'il n'y a pas de hautes instructions dans la justice et que les magistrats travaillent en toute liberté, en toute impartialité. Ben, pour la dernière partie de votre phrase, je ne suis pas d'accord. Les magistrats ne travaillent pas en toute liberté. Dans les tribunaux, vous avez un poste qu'on appelle le parquet général. Le parquet a l'opportunité des poursuites. Il peut décider que vous avez tué et il ne vous poursuit pas. C'est ça l'indépendance de la magistrature. Et s'il ne vous poursuit pas, rien ne lui arrive. Il énonce en même temps le principe de l'impunité. Il le pratique devant vous. Vous le voyez. Il refuse de nommer les magistrats parce que c'est lui qui gère la carrière des magistrats. Il les laisse derrière la porte de la magistrature où il devrait commencer. Le chronomètre est en marche depuis 4 ans. Il ne fonctionne pas. Vous imaginez, vous, parents d'enfants qui ont terminé, qui sont destinés à être des juges, en train d'attendre derrière la porte pendant 4 ans, et même peut-être plus. C'est lui seul qui sait quand est-ce qu'il va faire. Et personne ne peut rien lui faire. Personne ne peut le forcer. Il fait quand il veut, comme il veut. Est-ce que c'est faire preuve de responsabilité que de jouer ainsi sur la carrière de nos magistrats? La justice occupant le rôle fondamental qui est le sien dans une république, dans un État. La personne qui répond à cette question, ce n'est pas moi. Ma question, vous la connaissez. Poser le problème même montre que je ne suis pas d'accord. Et ça ne me pose pas à encourager mon enfant à être un magistrat camerounais. Je vous disais tout à l'heure que le pays est organisé comme une pyramide. Et en haut là-bas, comme la carte du Cameroun, c'est comme une pyramide, un triangle. Le bout là-bas est géré par le président de la République. Parce que c'est vous qui directement lui avez donné ce pouvoir en le votant massivement et en faisant de lui le chef de l'État. Mais à aucun moment vous ne lui avez dit qu'il était au-dessus de la loi. Aucun. Le peuple, c'est nous qui votons, sommes supposés voter les lois et on ne met personne au-dessus. Même si aujourd'hui vous voyez le président de l'Assemblée qui nous représente pour faire des lois, pour barrer la route à la dictature de celui qui, étant chef du pouvoir exécutif, peut être tenté de tout s'accaparer et de nous fermer la bouche. Le président de la République. Vous avez entendu les paroles scandaleuses et les actes scandaleux du président de l'Assemblée nationale qui, à chaque fois, attribue sa place et sa reconnaissance au chef de l'exécutif et cassant ainsi le principe de la séparation des pouvoirs. Quand les pouvoirs ne sont plus séparés, c'est la dictature la plus noire. Parce qu'une seule personne, dans une république, se retrouve avec lui seul, le pouvoir exécutif, il décide. Le pouvoir législatif, les lois, c'est lui qui les a fait. Vous ne trouverez pas que les députés ont proposé une loi à l'Assemblée. C'est lui qui propose les lois qu'il juge bonnes pour lui. Pour qu'il puisse vous dire, ah, nous sommes au-dessus de la loi a dit que, oh, c'est lui qui a dit. À travers monsieur le président de l'Assemblée nationale, qui le remercie tous les jours, qui vous dit, à vous le peuple, que ce n'est pas vous qu'il représente là-bas. Il ne vous doit rien. Il doit à celui qu'il nomme, président de la République, qui est chef d'un pouvoir comme lui. Vous l'entendez quand même dans les médias. Ce n'est pas moi qui le dis. Et ça ne vous dit rien. Ça ne soulève rien.
Ça s'attire à l'esclave vient avec les menottes et les donne à son chef en lui disant « Pardon, attache-moi, garde les clés ». C'est ça que ça veut dire. Est-ce que c'est la même indifférence, je veux dire, est-ce que cette indifférence, oui, c'est une indifférence, est-ce que c'est la même chose qu'il faut transposer pour ce qui concerne cette controverse, cette polémique que certains ont tenté de lancer dans l'espace public au sujet d'un leader militant nationaliste, UPCiste, en l'occurrence Ernest Ouandié. Depuis quelque temps, ça fait pratiquement l'actualité. Est-ce que vous comprenez l'indifférence des pouvoirs publics face à cette attaque qui a été lancée contre une figure marquante de l'histoire du pays? Non seulement je ne comprends pas, mais je condamne ça fermement. Le président de la République doit respecter les décrets qu'il prend pour nommer des gens héros de la République, du pays. C'est lui-même qui a canonisé ces gens-là. Vous faites allusion à la loi du 16 décembre 1991 portant réhabilitation de certaines figures de l'histoire du Cameroun. C'est une loi de la République. C'est-à-dire une loi, ça veut dire que le peuple, les députés sont nos représentants. C'est nous qui formons le Parlement et les lois. On suppose, oui. C'est ce qu'on dit, mais c'est ça. Vous estimez que cette loi a été bafouée à travers... Mais bien sûr. Comment vous pouvez majoritairement, avec le pouvoir qui est le vôtre, désigner X, Y et Z comme héros de la nation camerounaise et laisser quelqu'un... Dans d'autres pays, les héros sont glorifiés. On leur donne des noms de rues. Le défilé, on parle d'eux. C'est eux notre passé. C'est à eux qu'on se réfère quand on parle du Cameroun indépendant. Quand on parle du combat de nos ans, avec tout le sang qui a été versé. Comment peut-on ne pas respecter ça et rester un citoyen respectable? Ce n'est pas possible. Moi, quand j'écoute les discours des gens comme Ouandié, qu'à l'époque j'entendais dire, c'est un maquisard, on lui a donné le nom de maquisard, mais aujourd'hui on doit même enlever, ce mot ne peut plus s'appliquer à eux. Ce sont des combattants de la liberté. Quand De Gaulle a fui là-bas, j'en parle parce qu'on connaît, il a fui ici en Afrique, pendant la guerre de 39-45. On ne l'a jamais appelé maquisard. On a toujours donné des noms qui glorifient sa personne et l'œuvre qu'on lui reconnaît, puisque c'était pour la République. Pourquoi chez nous, on doit changer de vocabulaire? Au lieu de les glorifier, au lieu de les respecter et de transmettre ce respect aux générations futures qui n'étaient pas là. On veut leur transmettre. Mais qu'est-ce qui peut justifier? Le même langage. Demandez à ce monsieur-là, je ne veux même pas prononcer son nom. Oui, mais je veux dire demandez-lui. Mais je veux dire, on a les pouvoirs publics qui les pouvoirs publics, parce que vous croyez à leur sincérité. Ils sont partie prenante. Le président Biya est partie prenante. Est-ce que vous êtes de ceux qui estiment que c'est un construit à des fins de pouvoir politique? C'est un construit. Il y a les élections cette année. Hein. Vous allez tout entendre. Mais quand à côté de ça, vous voyez une partie de l'UPC qui est avec lui, avec le gouvernement, vos oreilles ne sifflent pas, vous ne devenez pas fou. Vous ne vous demandez pas dans quel monde elle est. Je sais pourquoi. Vous ne pouvez pas vous demander ça. Parce que dans la vie qui est la tienne, la vie qui est la mienne, la leur, le bien côtoie le mal. Et le bon Dieu a voulu que, à ses côtés, on nous parle de Satan et du diable. Donc, on côtoie, on va ensemble. Le devoir de nous autres aujourd'hui, de toi, de moi, les autres, c'est de dire, plus haut que eux, que ces gens-là se sont battus, ont versé leur sang pour qu'il y ait ce Cameroun dont on parle aujourd'hui comme étant notre terre chérie. C'est ça, non, dans l'hymne. Dans l'hymne national. Notre terre chérie ne peut pas accepter qu'on le traite de pays de bandits. L'acte de naissance de ceux qui se sont battus pour qu'ils naissent comme ça
qu'on les appelle bandits et maquisards. C'est une honte pour la personne qui ose faire des choses comme ça. Honte à toi qui as osé dire ça. Now, Moi, if politically, if this is a political scheme, you rightly, you clearly answered Juva when you said that you think like many others that this is an act, a political maneuver. Since we are in an electoral year, it is possible that it could be part of a political scheme put in place. But now, a question that a Cameroonian or even somebody out of Cameroon will be asking, is it healthy, is it even honorable to use the names of heroes of the nation, to use the value of the heroes of the nation to play politics with, especially at the level of devaluing those persons who spilled their blood for a nation? of course, no. This is a crime against we all. This is a crime. It is just like if you say, you take our national anthem and you replace Terre chérie, tu dis chère Marquise, same. Can you say that? Can you imagine someone doing that? I can't. It sounds This is awkward. exactly, yeah. It sounds awkward there. Now, do you also think like others who say that the silence of the government, since Juva was talking about the silence of the government in place, some other Cameroonians in their analysis say that the silence of the government better explains the worries that some raised when the decree to rehabilitate Ernest Wanji, Amadou Ayijo, Omnubel, and several others, and Felix Mumie was signed in Yaoundé. When this decree was signed, some were asking why the four should be on the same decree as heroes, considering that Ernest Wanji and others were fought head-on, and then Ernest Wanji was even killed by the former president Ayijo. Il faut demander ce genre de subtilité au président Biya lui-même. Pourquoi il a fait ça? C'était pas innocent. Mais c'est lui seul qui sait ce qu'il y avait derrière la tête. C'est un manque d'honnêteté vis-à-vis de ses héros. C'est un manque de respect vis-à-vis de son prédécesseur qui lui a passé le pouvoir. Ça ne peut pas le grandir. C'est un manque de reconnaissance, de gratitude. Non. On doit reconnaître que ces gens-là se sont battus à une époque où nous-mêmes, on ne comprenait pas grand-chose là-dedans, les enjeux. Mais lui, il comprenait, puisqu'il a vécu là-dedans, puisqu'il connaît des gens comme les Focard, en fait, toute cette Afrique précoloniale. Les mouvements estudiantins en France, il était là-bas. Il connaît la lutte de la FEANF, Fédération des étudiants. Oui, il connaît, il était là-bas. Moi, j'étais encore jeune, j'étais ici. So the president has all Il the connaît details. les combats de cette époque-là, l'essentiel de ce combat. Quand il vient signer un décret, oui, mais le président Aïdjo, qui est dans la catégorie des chefs, des pères fondateurs officiels, parce que lui, il a créé le Cameroun officiel. Les autres, c'était le combat contre le Cameroun qu'on essayait de nous revendre à la légère là-bas, avec le colon, avec la complicité du colon. Mais lui, il a fait ça de l'autre côté. Chacun de son... Comment il peut... Et il était dedans. Et il a succédé même à ceux-là. And some Cameroonians, Il y a un problème là. I understand you, but some Cameroonians, Yes. even from, Ça me met en colère I understand. contre le président Biya. Je n'aime pas cette façon de faire. Je n'aime pas ça. On ne triche pas avec l'histoire. On ne triche pas avec ceux qui se sont mis devant et qui se sont fait trouer le ventre. Et qui sont morts de ça. On ne se tait pas. On tape du poing sur la table, on défend. On ne fait pas ça. Ça ne montre pas de lui quelqu'un qui est responsable et qui est à sa place. Non. Some other people think that the Cameroonian who called the national hero Ernest Wanji as a bandit might have just been ignorant of who he was, considering that these parts of the history of Cameroon is not being sufficiently taught in schools in Cameroon. Some even say that it is just a symptomatic manifestation of
what they call a memory crisis of the history of Cameroon, which seem to be lacking in the heads, the minds and the institutions of Cameroon? Non, il y a un manque de sincérité de la part du président Biya. Hein. C'est pour ça que lui et moi, je ne suis plus avec lui. C'est pas possible qu'on fasse des choses comme ça. Qu'est-ce que ça lui coûte de réécrire l'histoire à sa façon? Il a vécu les deux époques. Il connaît le travail des gens. Il le sait. Il a même récupéré une partie de l'UPC chez lui. L'UPC, c'était qui? C'était ces gens-là, les Wandiers, qui, eux, très tôt, et au risque de leur vie, ont réclamé l'indépendance, la création d'une république dont aujourd'hui le père Biya est président. Très content. Oui, mais j'entends des petites voix, Oui. Maître Alice Combe dire que le président de la République a marqué sa volonté, n'est-ce pas, de résoudre cette crise mémorielle par des actes forts. On se souvient qu'il y a quelques semaines, il recevait la commission mémoire au Palais de l'Unité pour recevoir le rapport du travail qui a été fait par cette commission-là. C'est la France, non? La France et le Cameroun. Et il y a là, quelques années... Parce qu'il y a la France dedans. S'il n'y avait pas la France dedans, il ne serait pas en train d'en parler même. Mais il y a quelques années, il a mis en place, sous la tutelle et la coordination du ministre des Arts et de la Culture, une commission pour réécrire l'histoire du Cameroun. Et en attendant, il ne peut pas poser des actes forts, comme donner des noms de rues à ces gens-là, ou faire des choses qui sont marquantes, qui sont visibles. Qu'est-ce qui l'en empêche? Dites-moi. Il a en demandé Eric. Il a la chance qu'il vit longtemps. Il y a beaucoup de gens à son âge qui sont plus vivants. C'est maintenant, à la fin, qu'il pense qu'il va faire. Moi, je ne crois pas. Je ne le crois pas. Maître Alice Combe, permettez que on commence comme ça, brûle pour point, cette deuxième partie de l'émission. Beaucoup de spectateurs, en vous regardant, se posent la question de savoir mais où est-ce qu'elle en est avec l'affaire Longuet-Longuet, puisqu'on sait que vous avez, on va dire, l'idée, le collectif qui, en principe, défend Longuet-Longuet dans cette affaire, à la suite d'une vidéo devenue virale qui a circulé dans les réseaux sociaux en octobre 2024, où on voyait l'artiste être torturé par des hommes en tenue. Où en êtes-vous avec cette affaire? Eh bien, on est obligé d'aller très lentement. Parce que les plaintes que je dois déposer ici vont commencer par une enquête. La police, la gendarmerie. Et cette enquête va commencer par la convocation de Longuet-Longuet, le plaignant. Et il n'est pas là. Alors, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont le convoquer 2, 3, 4 fois. Il ne pourra pas se présenter. Et là, ils vont dire, voyez, après on va dire que c'est nous. On lui a envoyé une convocation. Il n'est pas là. Et après, à ce moment-là, on va classer le dossier. Donc, je suis en train de chercher comment déposer plainte à l'étranger. Comment est-ce qu'on va exécuter ça? Si je dépose plainte là où il habite maintenant, et que c'est les oppresseurs, c'est les tueurs, tous ceux qui l'ont malmené sont ici. Si je dépose plainte en Europe, il faudrait qu'on les convoque. Normalement, je dois déposer une plainte contre les responsables de sa torture, qui sont ici. Les faits se sont déroulés ici. Le tribunal compétent, ou le parquet qui est compétent, c'est le parquet d'ici. Longuet ne peut pas arriver au Cameroun aujourd'hui? Pour des raisons de sécurité, il peut, au contraire, il ne veut pas revenir comme ça. Il sait ce qu'il attend. Enfin, le risque est là. Les gens qui ont été capables de le torturer de cette manière-là, vous savez qu'ils parlent beaucoup, hein? Ils continuent à les citer. Ils continuent même à créer des chansons pour parler de ces tortures et de ces tortionnaires. Est-ce qu'il peut venir maintenant? Je ne pense pas. Alors on ne va pas aller plus vite que la musique.
On va aller doucement, doucement. Et puis, un de ces 4 matins, les choses vont se décanter. Les faits ne sont pas prescrits. Nous avons encore... la torture, c'est quelque chose qui peut durer encore quelques années. Et en attendant, on essaye de voir comment le Cameroun peut être poursuivi devant les instances internationales compétentes pour des actes de torture, la torture étant une infraction internationale. Justement, c'est la question que j'allais poser. Quelles sont les leçons qu'il faut tirer, n'est-ce pas, de cette affaire? Nous, c'est trop tôt pour tirer des leçons. On n'a pas encore suffisamment de recul pour pouvoir tirer des leçons. On n'en est pas là. Nous sommes en train de trouver des voies et moyens pour que les actes qu'ils ont posés soient qualifiés de crimes par des instances compétentes qui ne sont pas forcément ici. Et évidemment, ça pose un certain nombre de problèmes. Il faut les maîtriser avant de lancer. Oui, mais il y a quand même eu des sorties comme celle du secrétaire d'État à la Défense chargé de la gendarmerie nationale, qui a d'ailleurs instruit une enquête pour faire la lumière sur cette question. Il y a eu cette indignation collective. On a eu des acteurs politiques, des responsables de la société civile prendre la parole pour dire leur colère face à cette affaire-là. Est-ce que cela suffit? Cela ne suffit pas. C'est un crime. Un crime doit entraîner des peines pénales. Oui, mais on parle de torture, maintenant vous parlez de crime, est-ce que... Mais c'est un crime, la torture c'est un crime. C'est même un crime international. Eh oui, il aurait pu finir par la mort. La torture c'est un crime international. Mais nous ne pourrons pas aller plus vite que la musique, on va utiliser tout le temps que la loi nous donne pour poursuivre. Ce n'est pas aujourd'hui, il peut nous donner 10 ans pour ça. Et dans 10 ans, on sera toujours, nos armes seront toujours prêtes à servir. Et peut-être que les choses ici auront changé suffisamment pour que Longuet puisse venir ici se présenter. Vous ne pouvez pas porter plainte, on vous convoque, vous n'êtes pas là. Ça veut dire que vous avez gâté votre procès. Okay, beside the challenges that you as his lawyer, you are facing because of his absence in Cameroon and his present location in being in Europe, don't you think that the government, away from the challenges, as I said, don't you think that the government or administrative authorities in Cameroon could have acted otherwise, maybe taking the actors, those responsible for his torture, bringing them to book, identifying them and trying to see if they were going to be punished internally, if they are security officials, be given some sort of punishment, considering that that act of torture and that viral video could have a devastating effect on the image of Cameroon at the level of the international scene. I say so because Cameroon recently was part of the countries which were present at the United Nations Human Rights Commission's events that were held in out of Cameroon, and Cameroon officially publicly committed in front of the United Nations officials in charge of human rights that they were going to fight torture of all forms in Cameroon. And by saying so, they said the government of Cameroon was not directly involved in torture and was committed to fight torture by all means. And this video comes up, the government seems to be silent on it. It's worrying. You see, I don't trust my government. This is very sad. And this is also very, this is, I feel hurt, yes, by this kind of behavior of my government. They don't believe in what they say. They tell you this to cover the president. We are in an electoral year, and they don't want this kind of to appear, so they can start something which never go to the end, to its end. I don't believe them. What I know is that this case of Longuet is still in an attente. On a waiting room. Yes. Yeah. It will not finish. And time is in the side of Longuet. He's young. Maybe not mine, but he can change lawyer at any time. You see? So we keep it in the fridge so that it can be fresh at any moment to come again. This is electoral year, okay. We can use it maybe in the level of the medias
to inform the international community, which doesn't need to have longue by the side. Or if they do, they can pay for him to call him to Geneva or to everywhere where these kind of rights are protected by regional or international law. This can happen. This is what we are thinking about. And we have to do something this year for that, because our president only believes in international regard. Look. Yes.